Le cercle RH pour parler du leadership responsable. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Qu'est-ce que c'est donc qu'être un leader responsable? On va en parler avec mes invités. J'ai envie de dire, c'est presque un oxymore, parce que quand on est un leader, on doit être normalement responsable. C'est pas si simple. Il y a beaucoup d'injonctions contradictoires lorsqu'on est un manager. Et on va en parler avec mes invités. Aurélie Cordier, ravie de vous accueillir sur le plateau. Experte en transformation organisationnelle et en stratégie de développement durable chez Juliette Sterwen. C'est un vrai plaisir. Spécialiste d'ailleurs de ce sujet. C'est presque un sujet philosophique qu'on va poser sur la table. Et puis un juriste, c'est important de savoir ce que le droit nous dit. Alexandre Lamy, ravi de vous accueillir. Avocat en droit social, membre de l'Institut Sapiens, et vous publiez beaucoup sur tous les enjeux, le travail, une multitude de sujets. Lisez les posts d'Alexandre Lamy, puis je vous souhaite une très belle année, parce que c'est jusqu'au 30 janvier, on a encore la possibilité de se le dire. Les plus belles choses pour vous, évidemment. Commençons par vous, Aurélie, parce qu'on a envie de cadrer ce sujet-là, du leadership responsable. C'est un oxymore ou pas? Est-ce que quand on est un leader, on n'est pas automatiquement responsable? C'est aussi simple que ça, ou c'est plus compliqué? Alors, effectivement, la responsabilité, on pourrait dire qu'elle est intrinsèque au rôle du leader. Oui. Tel qu'on l'entend aujourd'hui et que nous, on a envie de le porter, cette dimension responsable, elle fait appel à la dimension RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, il y a quand même un supplément de responsabilité, si je puis dire, pour le leader. Un supplément d'âme, quoi. Oui. Il n'est pas là que pour faire de l'argent, le manager. Ah, alors là, justement, c'est là tout l'enjeu. Sur la façon dont on voit la performance, évidemment, la performance aujourd'hui, et heureusement, n'est pas que financière. Donc, quand on va parler de leader responsable, on va se demander comment le leader peut intégrer des dimensions sociales, sociétales, environnementales dans ses critères de choix. Et donc, ça lui rajoute effectivement, comme vous l'avez très bien dit, une forme de complexité et parfois de contradiction. Je vais donner la parole au juriste, à l'avocat, parce que tout ça est circonscrit, et on reviendra à la CSRD, qui est un mot barbare, mais qui va arriver assez rapidement sur la tête des entreprises, qui sont déjà en train de travailler dessus, mais tout ça doit quand même, rassurez-moi, partir du COMEX, parce que moi j'ai connu plein de managers qui étaient un peu écolos, qui adoraient la biodiversité et le climat, et à qui on disait, écoute, rentre à ta place, fais le job pour lequel on t'a embauché, et nous bassine pas avec les fleurs. Enfin, je caricature. Il faut que ça parte d'en haut quand même, ça. Ah ben, comme de toute façon, toute transformation d'organisation, à un moment, si on veut que ce soit pérenne, que ça rentre dans le derme de l'organisation, il va falloir que ça parte évidemment du COMEX. Donc aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'opportunités dans ce sujet. Hein. Il n'y a pas que de la menace. Non, mais c'est important de voir aussi comment on peut tirer profit, je mets des guillemets, à ce changement de paradigme. Sur le terrain des relations de travail, qui est le terrain qui m'intéresse, cette notion de leadership responsable, elle s'inscrit dans l'air du temps, si je puis dire, parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la crise du sens au travail. On sait que pour que le travail ait un sens, il faut qu'il réponde à une extériorité. Et le leadership responsable donne une extériorité, puisqu'il s'agit d'adjoindre à la recherche de profit qu'on évoquait tout à l'heure, une dimension RSE et un projet d'envergure à l'entreprise. Donc ça répond à cette crise du travail, mais moi, j'y vois une limite, c'est que ça ne répond qu'à une extériorité. Si je définis le sens du travail sur deux axes, avec la finalité intrinsèque, la finalité extrinsèque et le plaisir immanent. Vous voyez que c'est philosophique. C'est forcément philosophique. Et le plaisir transcendant, ça répond à une seule de ces extériorités, mais il y en a beaucoup d'autres des extériorités. Et je pense que moi, un des enjeux de ce leadership responsable, c'est pas tant d'apporter une réponse. Je pense que tout l'enjeu, il est là pour le leader responsable. C'est pas tant d'apporter une réponse que de poser la question et de faire en sorte que la question puisse se poser pour que toutes les questions de sens puissent émerger. Qu'on pose ce sujet, qu'on le pose. Voilà, que les conditions de la question du sens soient posées. Voilà. C'est la création d'espaces de langage qui est important. Et je pense que c'est là tout l'enjeu du leader responsable. Quand même des sujets concrets, parce que je pense que ça, vous les adressez, vous accompagnez les entreprises, vous les éclairez, vous les éveillez. Il y a aussi un travail d'éveil, de compréhension de ces sujets. Dans des choix d'achat, par exemple, de produits, on est, excusez-moi, et on le voit même au niveau de l'État, on est dans le moins 10 ans. On sait que le produit français, il est très bien, et il répond à toutes les normes. Mais on sait aussi qu'il y a des produits hors Europe moins chers. Et on a vu
des États ou même des ministères s'engouffrer dans de l'achat chinois pas cher. Comment on fait? Comment le manager défend cela en disant ça nous coûtera plus cher mais c'est porteur de valeur? Comment on fait là? C'est là où ce qui est intéressant quand vous parlez du dirigeant, c'est-à-dire que c'est qu'à un moment, c'est aussi un choix d'entreprise. On pourrait, vous évoquez de la philosophie, une forme d'éthique. Des affaires. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que je décide d'acheter moins cher, mais à quelles conditions sociétales, sociales et environnementales, ou est-ce que je fais le choix, cet arbitrage sur des coûts plus élevés, mais une production plus vertueuse. Donc ce sont ces contradictions qui sont en permanence face aux leaders responsables. Et la question du produit, Alexandre, que vous évoquiez, est pour moi extrêmement importante. La matière. La matière. C'est-à-dire que le produit revient dans le champ de la relation de travail. Ce que l'on fabrique et la façon dont on va le fabriquer, clairement, avec quel produit revient dans la relation de travail, ce qui n'était pas le cas depuis le taylorisme où on divisait pour produire. Là, avec les exigences de contrôle qualité, pour ne parler que de produits matériels, ou même en matière de services, où l'innovation se fait par l'expérience, le produit, ce que l'on fait, la manière dont on le fait, revient dans le champ de la relation de travail, ce qui est essentiel, et notamment pour l'action collective, parce que le leader responsable seul, il peut pas tout à lui tout seul, il a besoin de s'appuyer sur l'action collective, dont la négociation collective. Et je pense que, et d'ailleurs c'est ce que... Et donc on en revient au dialogue social. On en revient au dialogue social. Et je vois là un moyen pour le dialogue social de se rénover, parce qu'on sait qu'il est en perte de vitesse, en s'appropriant le contenu du travail. Souvent, et pendant trop longtemps, les organisations syndicales se sont concentrées sur le cadre et puis mais pas sur le produit. L'égalité de l'échange entre le temps et l'argent. Bien sûr. Là, et d'ailleurs c'est ce qu'Alain Supiot dit comme étant une des conditions, une véritable condition de la démocratie économique, c'est que l'action collective et la négociation collective s'emparent du contenu du travail, donc du produit. Je pense que c'est là essentiel. C'est un sujet fondamental que vous soulevez, effectivement, et peut-être un besoin de se former côté partenaires sociaux pour aller chercher de la compétence. Mais il y a quand même un autre sujet. On a parlé de la RSE. Alors, je dirais que c'est presque un vieux sujet, la RSE, parce qu'elle est progressivement rentrée dans le vocabulaire, dans les mœurs. Progressivement, non? Oui, c'est pas encore... Sur le discours, oui. Sur la réalité... On a encore un peu de On a un peu de chemin. Arrive ce sigle barbare de la CSRD, donc qui arrive de l'Europe, qui va être mise en application quand? Parce que les entreprises commencent à s'y préparer. Est-ce qu'en une minute, vous pouvez nous faire un pitch simple de ce qu'est la CSRD? Qu'est-ce que quelqu'un peut... Parce que ça va avoir un impact sur les managers. Bien sûr. Donc cette directive européenne qui effectivement vise à et le problème, c'est la façon dont il est amené aujourd'hui sur la dimension reporting, qui est quand même le R, et qui, pour les organisations aujourd'hui, crée davantage d'inquiétudes, de recueil d'informations, de milliers de points d'informations à donner. Et c'est là où on travestit un peu le sens premier, qui est quand même de s'interroger sur ces business models, de voir avec la CSRD toutes les opportunités, de re-questionner sa façon de produire. La philosophie, pour ceux qui seraient partis sur Mars et qui auraient raté ce cycle, la philosophie, c'est quand même d'aller jusqu'au bout de la chaîne de valeur, en allant jusqu'au prestataire pour vérifier globalement que tout le monde est aligné. Enfin, on est d'accord. Ce que ça dit fondamentalement, c'est que, et je pense que c'est un très bon exemple de la dilution de l'entreprise comme institution. Aujourd'hui, l'entreprise ne vaut plus comme institution, mais est renvoyée à l'acte d'entreprendre. Tellement l'entreprise, aujourd'hui, s'est diluée en réseau. L'entreprise ne se résume plus à la relation binaire employeur-salarié. On a les actionnaires, bien évidemment, mais on a les fournisseurs, on a les sous-traitants et on a les clients, évidemment. Donc cette approche-là renvoie à cette dilution et à l'impérative nécessité de... Ça englobe l'écosystème. Ça englobe l'écosystème et ça rejoint la question du leadership responsable, qui, et corrigez-moi si je me trompe, a comme un des objectifs, de faire parler entre elles l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et c'est là une action essentielle du leadership responsable, et on parlait de l'action collective, et c'est aussi une action essentielle de l'action collective de demain, avec un nouveau champ de négociation, pourquoi pas une négociation collective de réseau, par exemple, pour pouvoir s'approprier l'ensemble de ces enjeux. Mais la CSRD, on a démarré l'émission, j'étais un peu noir en disant globalement, bon, tout ça c'est quand même compliqué pour l'entreprise. On arrive à la CSRD.
Quel levier on a pour dire à l'entreprise, attention, c'est une opportunité incroyable de vous mettre en ligne, d'être persuadé et certain que vos fournisseurs respectent des règles environnementales, éthiques ou de bon traitement des collaborateurs quand on est avec des entreprises hors Europe. Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est une contrainte? Comment vous le portez, ce sujet, vous? Bien sûr. Alors, on aimerait évidemment que ce soit vu comme une opportunité plutôt qu'une contrainte. Et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est de plus se dire qu'on fait une stratégie RSE, mais qu'on fait une stratégie tout court. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit qu'on fait une stratégie RSE sur le côté qui est hors finalement de ma stratégie... C'est comme l'écologie, c'est pas la fin du gouvernement, c'est au milieu du gouvernement. C'est complètement intégré. Et cette CSRD, elle peut permettre vraiment d'intégrer toutes ces dimensions sociales, sociétales et environnementales dans les choix quotidiens, d'harmoniser des initiatives qui ont eu lieu dans certaines entités de l'entreprise, le marketing, les achats, vous en parliez tout à l'heure, et voilà, pour avoir une vision globale. Donc ça, là, il y a beaucoup d'opportunités. Des contraintes de reporting, parce qu'il va falloir remplir beaucoup de documents, et qui vont être, il faut quand même le préciser, assez lourds pour les fournisseurs petits et petites entreprises qui vont être des fournisseurs de très grosses, qui vont devoir elles aussi se plier à ces règles, qui ne sont pas simples. Levier de croissance ou pas? Parce qu'il y a quand même d'autres pays qui ne respectent pas la CSRD et qui sont des concurrents directs aux pays européens et à la France. Enfin, je veux dire, on est d'accord avec ça. C'est, à mon sens, un levier, et c'est d'autant plus un levier qu'on revient sur la question du produit qu'on évoquait tout à l'heure, et des faiblesses de l'action collective. L'action collective entendue comme grève ou négociation collective dans l'entreprise. Ou conflit. Et un des moyens de redonner du souffle à cette action collective, c'est d'agir sur ces leviers. Donc c'est non seulement pour les organisations syndicales notamment, ou les salariés, un moyen de faire pression sur la direction en agissant sur ces leviers, et puis c'est aussi une opportunité parce qu'il va falloir les décliner dans l'entreprise et engager les salariés, notamment au travers de ces espaces de langage que j'évoquais tout à l'heure. Et tout l'enjeu va être, à mon sens, d'échapper à cette tendance de novlangue ou de bien-pensance pour que les salariés se l'approprient dans l'entreprise. Pas que ce soit l'effet RSE, quoi. Et voilà, pas que ce soit l'effet RSE de RSE washing. Tout le monde fait des RSE, Voilà, c'est ça. Il faut vraiment, je pense que c'est indispensable que l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise puissent s'en saisir, comprendre les tenants et aboutissants de ces indicateurs nouveaux. Et je pense que là encore, et c'est à mon sens un des éléments clés qui était soulevé par les assises du travail dans le cadre du Conseil national de la refondation, sur ces aspects de création d'espaces d'écoute et de dialogue pour que les salariés aient conscience de leur action au quotidien sur le contenu du travail, notamment via ces indicateurs. Mais vous êtes, j'allais dire, directement impacté, parce que j'imagine que vous devez réfléchir, Aurélie Cordier, à la manière dont on infuse tous ces sujets. C'est quoi? C'est de la formation? C'est des webinaires? Parce que globalement, la CSRD, même pour les dirigeants, tout le monde n'a pas bien compris encore ce que c'était. Comment vous faites, vous qui accompagnez justement les organisations? Alors, compte tenu de l'ampleur du sujet, on touche plutôt à des aspects de transformation. C'est-à-dire qu'on voit bien comment on peut parfois réduire à des aspects de formation quand on pense à la fresque du climat. Voilà, toutes les entreprises ont fait la fresque du climat, ce qui est très bien, mais ce qui est un tout petit début par rapport à l'ampleur on a coché la case, de la tâche. Et donc, ça veut dire que là, il faut vraiment accompagner au niveau direction pour élaborer une stratégie, et non pas une stratégie RSE, mais une stratégie globale où on va intégrer ces dimensions-là. Donc il y a un travail d'accompagnement, de travail de raison d'être, de déclinaison de cette raison d'être. Et de le faire descendre jusqu'en bas. Bien sûr. Et donc, en passant par les partenaires sociaux. La formation intervient, mais c'est une brique parmi bien d'autres. L'avenir, comment vous le regardez là sur ces questions-là? Parce que on avait dans l'émission la rubrique d'avant l'espèce de ligne de crête. On va traverser une année un peu compliquée sur le plan économique. C'est pas les meilleures années pour faire des transfos quand les entreprises n'investissent plus, quand elles sont le pied sur le frein. C'est compliqué. Et par ailleurs arrive la CSRD, donc c'est très complexe quand même. C'est un élément de complexité supplémentaire, mais c'est peut-être le moment d'en faire une opportunité. Hein. Je crois que dans le leadership responsable, un des critères, c'est de penser la complexité. Cher à Edgar Morin. On en revient à la philosophie que vous évoquiez tout à l'heure. Et donc, je pense que dans ces conditions-là, et dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, je pense que c'est un des moyens d'en tirer un élément d'opportunité et de croissance.
Merci à vous. Vous avez fait un lancement mais absolument incroyable de notre dernière rubrique puisqu'on traitera des questions philosophiques, les enjeux pour les organisations à travers un livre. Donc je suis persuadé que vous allez rester en coulisses pour écouter parce que c'est exactement dans le prolongement de ce qu'on vient de se dire. Merci à vous Aurélie Cordier d'être venue nous rendre visite, experte en transformation organisationnelle et stratégie de développement durable chez Juliette Sterwan. Et puis merci Alexandre Lamy, côté juriste, avocat en droit social, membre de l'Institut Sapiens. C'était un vrai plaisir. J'ai l'impression que vous allez revenir un peu nous parler de la CSRD. On n'a pas fini d'en parler. Non, c'est que le début. J'en suis sûr. On tourne une page et je l'annonçais, Fenêtre sur l'emploi avec Xavier Pavie, que vous connaissez, qui chronique régulièrement chez nous, qui vient nous parler de son dernier livre. Justement, on est au cœur du sujet. Les philosophes dans l'entreprise. On en parle avec lui.